sur Média TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire, la Semaine africaine. Le retour sur l'actualité africaine de la semaine. On commence cette première partie au Maroc. Le roi Mohamed VI Amir Al-Mouminim a accordé sa grâce exceptionnelle à 201 détenus africains condamnés par les différents tribunaux du royaume. C'est ce que nous apprend un communiqué du ministère de la Justice. Cette honorable grâce s'inscrit dans le cadre de l'approche humaine du souverain. C'est aussi un encouragement pour ceux qui ont fait preuve d'une bonne conduite et d'un bon comportement durant la période de l'exécution de leur peine. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter les opérations de leur retour à leur pays, toujours selon le communiqué. Le roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal de Rabat la cérémonie du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. 3 conventions ont été signées pour la mise en œuvre de ce programme qui devrait booster l'économie du royaume. Le récit d'El Benali. Coup d'envoi du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. Donné par le roi Mohamed VI au Palais Royal à Rabat, la présentation du programme et des conventions y afférentes facilitera l'accès des entreprises au financement. Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaboun, a affirmé qu'un compte d'affectation spéciale a été créé. Il est dénommé Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Une série de réunions ont été organisées entre le gouvernement, Banque Al-Maghreb et le secteur bancaire. Ces réunions ont permis de faire ressortir le programme intégré d'appui et de financement des entreprises et qui s'appuie sur 3 axes principaux, à savoir, premièrement, le financement de l'entrepreneuriat, deuxièmement, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions, et troisièmement, l'inclusion financière de la population rurale. Le DIFAN est doté d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams répartie sur une durée de 3 ans et financée à parts égales par l'État et le secteur bancaire. Et afin d'assurer plein succès à ce programme, Mohamed Ben Chaboun a indiqué que des commissions au niveau des régions seront créées pour assurer la coordination et le suivi de l'exécution des mesures relatives à l'accompagnement entrepreneurial. Intervenant également à l'occasion, le Wali de Banque Al-Maghreb a en outre fait observer que le succès de ce programme est la responsabilité de tous les acteurs concernés, notamment le secteur bancaire, les établissements publics et particulièrement des citoyens bénéficiaires qui doivent s'engager d'une façon positive dans ce programme et veiller à honorer leurs engagements. Nous avons l'honneur de présenter à votre Majesté un ensemble de mesures relatives au programme intégré d'appui et de financement des entreprises, à savoir la mise en place d'un mécanisme de refinancement illimité de la part de Banque Al-Maghreb de tous les crédits bancaires accordés aux catégories évoquées par le souverain dans son discours, qu'il s'agisse de crédits de fonctionnement ou d'investissement. Il s'agit aussi de l'application d'un taux d'intérêt préférentiel de 1,25% dans le cadre du mécanisme de refinancement des banques des catégories cibles. De son côté, le président du groupement professionnel des banques du Maroc, Athman Ben Jelloun, a souligné l'engagement du secteur bancaire à demeurer mobilisé pour la réussite et la pérennisation d'un dispositif spécial, rénové et harmonisé d'appui et de financement des jeunes porteurs de projets. Les banques prennent l'engagement que les produits offerts aux jeunes entrepreneurs seront simples d'accès et d'utilisation grâce à des procédures allégées de constitution et de garantie bénéficiant d'une gratuité des frais de constitution des dossiers, ainsi que de faibles taux d'intérêt grâce à un taux de refinancement privilégié consenti aux banques par Banque Al-Maghreb. Par la suite, le souverain a présidé la signature de 3 conventions et entré à la mise en œuvre du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. La première est une convention entre le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Banque Al-Maghreb et le groupement professionnel des banques du Maroc pour le financement de l'entrepreneuriat. La seconde convention, elle, est relative à la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions. Et enfin, le troisième document signé est une convention de partenariat entre le Crédit agricole du Maroc et Al Barid Bank relative à l'inclusion financière des populations rurales.
Restons au Maroc. Le secteur bancaire a répondu au vœu du roi Mohamed VI de plafonner à 2% le taux d'intérêt qui sera appliqué aux bénéficiaires du programme intégré d'appui et de financement des entreprises qui a été présenté aux souverains lundi dernier au Palais Royal à Rabat, ce qui représente le plus bas de taux jamais appliqué au Maroc. La fixation du niveau de ces taux devant être de nature à contribuer à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer de l'emploi et à marquer progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport avec le crédit bancaire. Un comité régional de coordination de l'accompagnement des porteurs de projets et des TPE et PME sera mis en place au niveau de chaque région du royaume. L'objectif est de faciliter l'accès au financement bancaire pour les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets. Le récit de Myriam Hamdichi. Le financement de l'entrepreneuriat, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement au niveau des régions et l'inclusion financière des populations rurales, tels sont les principaux axes du programme intégré d'appui et de financement des entreprises. L'objectif est de mettre en place au niveau de chacune des régions du royaume un comité régional de coordination de l'accompagnement des porteurs de projets et des très petites et moyennes entreprises pour la facilitation d'accès au financement bancaire. On ne peut pas évoquer une économie nationale sans inclure les très petites, les petites et les moyennes entreprises, d'où l'initiative royale qui a accordé l'intérêt nécessaire à ces structures. Un fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat a été créé. Un fonds de 6 milliards de dirhams réparti sur une durée de 3 ans et financé à parts égales par l'État et le secteur bancaire. Il permet aux jeunes porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises d'accéder à un financement et il favorise une intégration économique et professionnelle des travailleurs du secteur informel. En tant qu'entrepreneurs dans le domaine de l'import-export, nous sommes satisfaits par l'élaboration de cette initiative royale visant à soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes porteurs de projets. Cette initiative leur permettra de participer activement à l'activité économique du royaume par la création de leurs propres structures et projets. L'initiative royale va dynamiser tous les jeunes porteurs de projets. Elle va favoriser également l'émergence de nouvelles idées d'entrepreneuriat, car comme vous le savez, chaque entreprise est tout d'abord une idée qui a besoin de support et de structuration. Ce programme contribuera chaque année à la création d'environ 27 000 nouveaux emplois et à l'accompagnement de près de 13 500 entreprises supplémentaires. Pour assurer son plein succès, une commission au niveau des régions sera créée. Elle sera chargée de la coordination et du suivi de l'exécution des mesures relatives à l'accompagnement entrepreneurial. Comme annoncé par le ministère de la Santé, le Maroc a instauré un contrôle sanitaire rigoureux aux ports et aéroports internationaux. Une décision pour faire face au coronavirus parti de Chine et dont les cas ont été enregistrés dans plusieurs pays. Un tour à l'aéroport Mohamed V de Rabat dans ce reportage de Saïd Khan avec le récit de Souel Jalil. À l'aéroport Mohamed V, tous les moyens sont mis en œuvre pour détecter des cas éventuels de personnes atteintes par le virus. Depuis quelques jours, une cellule de veille a été mise en place, un dispositif conséquent accompagné de recommandations aux voyageurs. Tous les passagers sont soumis à un scanner thermique. Cet appareil opère en 2 temps. D'abord avec un ratissage au rayon infrarouge. Ensuite, il procède à un examen thermique. Un dispositif qui a su tranquilliser et satisfaire tous les passagers de l'aéroport. Ici, chaque passager défile devant le contrôleur thermique. Un à un, ils sont soumis à ce contrôle, aptes à retracer tout cas suspect. L'apparition de ce virus a été une réelle surprise. Il s'est propagé à travers le monde durant 4 jours. Quand on a su cela, on n'a pas voulu voyager, mais avec cette batterie de précautions, la confiance est restaurée. Je viens de faire 2 escales en Chine et je peux vous dire que le dispositif agencé ici est plus sûr. J'ai mené des tests à l'aéroport de Pékin, mais ceux qui se font ici restent nettement plus rassurants.
Pour l'heure, les autorités sanitaires de l'aéroport Mohammed V restent sur le qui-vive. Côté équipement, plusieurs appareils modernes et salles d'isolement ont été agencées. Des salles aptes à contenir les cas suspects et à les isoler pour être ensuite examinés par un médecin spécialiste. Le plan d'urgence mis en place ici est conforme aux recommandations du règlement sanitaire de l'OMS et aux dispositions de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Il est établi sur 2 temps. Le premier a trait au renforcement de la vigilance terrestre et maritime. Le deuxième lui survient en cas de confirmation d'un cas et se rapporte à son isolation et sa mise en quarantaine. À l'heure actuelle, aucun cas n'a été détecté à l'aéroport Mohammed V. Toutefois, les autorités sanitaires restent alertes et vigilantes. La tutelle, elle, affirme qu'elle continue de considérer que le risque de propagation du virus sur le territoire national est faible et confirme encore qu'aucun cas suspecté ni confirmé n'a été enregistré à ce jour. Et c'était donc un tour à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. Et dans ce sillage, le Maroc a décidé de rapatrier ses ressortissants présents dans la ville de Wuhan, épicentre de la maladie coronavirus. La ville chinoise est dévastée par le virus. Le bilan est désormais de près de 106 morts en Chine et plus de 4500 personnes contaminées. Le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour que ces Marocains, pour la plupart des étudiants, rentrent au Maroc. Le souverain a aussi demandé aux chefs de gouvernement et aux différents responsables, chacun dans son domaine de compétences, d'assurer le suivi et la coordination adéquats. C'est toujours une vive tension dans les camps de Tindouf, dans le sud de l'Algérie. Plus de 110 personnes habitant de ces camps et originaires de la tribu Ouled Tid Rarin ont repris leur sitting devant le siège du soi-disant secrétariat général du Polisario à Rabouni. Les protestataires réclament toujours l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'évasion récente de la prison d'Aïbidia des nominés Idi Ould Mohamed Lardaf et Didi Ould Othman Bomba, condamnés en 2004 à perpétuité pour leur implication dans le meurtre de leur cousin Ould Boukhari Bomba, ex-commerçant dans le camp dit de Smara. Toujours en Algérie, 2 officiers de l'armée de l'air ont péri lundi soir à bord de leur avion qui s'est écrasé à environ 400 km à l'est d'Alger, d'après une annonce du ministère de la Défense. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident de l'avion survenu lors d'un vol d'entraînement nocturne. Plusieurs accidents impliquant des avions de l'armée algérienne ont eu lieu ces dernières années, faisant des centaines de victimes. En dépit des engagements pris lors de la récente conférence internationale de Berlin, les livraisons d'armes aux factions rivales libyennes par des États étrangers se poursuivent. C'est ce qu'a dénoncé l'ONU en s'inquiétant du sort de la trêve actuelle. Souheil Jalil pour les détails. En dépit des engagements, des armes continuent d'être livrées en Libye. C'est le triste constat qu'a dressé l'ONU dimanche. Selon la même source, lors des 10 derniers jours, des vols de fret, entre autres, ont atterri dans l'ouest et l'est de la Libye pour livrer aux belligérants des armes avancées, des véhicules blindés, des conseillers et des combattants. Réagissant à cette annonce, l'Allemagne hôte de la réunion du 19 janvier s'est dite préoccupée en évoquant des rapports non confirmés mais toutefois crédibles de violation de l'embargo des 2 côtés. Une situation alarmante dans un pays déchiré depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi en 2011. En effet, à l'heure actuelle, la Libye est déchirée entre 2 pouvoirs rivaux, celui du gouvernement d'union basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et celui du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Une situation sulfureuse menaçant de dégénérer suite à la croissante implication étrangère, car depuis le 4 avril 2019, la guerre est aux portes de Tripoli, avec un maréchal Haftar qui a lancé une offensive sur la capitale, siège du gouvernement d'union de son côté appuyé par la Turquie. Bilan, plus de 2000 combattants et plus de 280 civils de tués et près de 150 000 Libyens ont été déplacés.
La situation sécuritaire est toujours instable au Mali. Au moins 19 militaires ont été tués et 5 blessés dimanche dernier. C'était lors d'une attaque de grande ampleur de présumés terroristes contre un camp de gendarmes dans le centre du pays. Le camp est situé dans le cercle de Nyono, dans la région de Ségou, où sévissent des groupes terroristes liés à Al-Qaïda. Il s'agit de la dernière localité avant la frontière avec la Mauritanie. Direction la Tunisie. Après sa désignation à la tête du gouvernement, Eliès Farfat a présenté cette semaine les grandes lignes de la composition du prochain exécutif. Il a à cette occasion exprimé son souhait de rationaliser et moraliser la vie politique. Autant pour moi, un reportage de notre correspondante à Tunis, Nejwa Bécha. Dans sa première apparition médiatique après avoir été désigné par le président comme chef du gouvernement, Eliès Farfat parle d'un clivage entre un ancien système politique et un nouveau système, en formant un gouvernement qui marquera selon lui le début d'une ère nouvelle. Eliès Farfat a affirmé avoir choisi la coalition gouvernementale en fonction des résultats des élections présidentielles au second tour. Le parti Qalb Tounes et le parti de Stouriens libres ne participeront pas aux concertations pour former le gouvernement, car ils ne sont pas alignés avec la trajectoire des attentes des citoyens à ce stade, notamment après les élections de 2019. Les concertations concerneront seulement les partis ayant soutenu Kais Saïd au présidentiel. Farfat a assuré que la méthodologie adaptée dans le travail de son équipe sera basée sur la clarté, la participation et le rétablissement de la confiance dans les institutions de l'État. La Tunisie a été construite sur un modèle social. Malheureusement, cette approche ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc, il faut chercher des solutions pour redonner espoir aux Tunisiens en réformant les institutions publiques. Et c'est une priorité. Le chef du gouvernement désigné a précisé que son gouvernement comprendra le plus grand nombre possible de hautes compétences, incluant une réelle présence des femmes et des jeunes, promettant que la composition gouvernementale sera prête dans les plus brefs délais. Farfat a expliqué que son gouvernement se composera d'une équipe restreinte qui ne dépassera pas 25 ministres. Une équipe qui allie compétences et loyauté aux principes nationaux et aux objectifs de la révolution. Nejwa Bécha, Médien TV, Tunis. Au Niger, les enseignants et les autorités ont entrepris de nouvelles négociations pour sortir de la crise. Les syndicats des enseignants-chercheurs du supérieur sont en grève. Ils exigent le respect des accords signés en 2018. Notre correspondant Jean-Djibril William s'est rendu à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Regardez. Les universités du Niger de nouveau paralysées après une année 2019 pourtant sauvée de justesse. Après 17 mots d'ordre sans succès, le syndicat des enseignants du supérieur a décidé depuis lundi de hausser le ton. Pas moins d'un mois de grève décrété pour exiger le respect des accords signés depuis 2 ans avec toujours les mêmes revendications. Plus de 3 ans d'arriérés de paiement sont venus s'ajouter à un système de nomination directeur fustigé. Nous avons déposé 7 préavis assortis de 17 mots d'ordre. Et malgré toutes les tentatives de bonne volonté pour solder cette crise, mais nous avons compris que la partie gouvernante s'évolue dans la persistance de la crise. Et le trouble joie à voir l'enseignement supérieur déstabilisé à travers ces universités publiques. Au sein du campus social, ce sont des étudiants résignés qui subissent une nouvelle fois le bras de fer entre enseignants et autorités. Ici, ras-le-bol et inquiétude sont les sentiments qui dominent. Cette grève ne nous a pas surpris parce que l'année académique 2019-20 a commencé par des mouvements. L'État nigérien, les autorités en charge de l'académie ne sont pas du tout stratégiques et ils n'ont même pas l'amour de cet enseignement supérieur-là pour pouvoir récupérer le temps perdu. Une énième grève des enseignants qui compte bien encore une fois mettre la pression sur les autorités locales. En réponse, le ministre de tutelle a appelé à des discussions. Il a également annoncé une retenue sur salaire pour chaque jour de grève. Le
Le commerce illicite fait des centaines de milliers de morts chaque année sur le continent africain selon l'Organisation mondiale de la santé. Une mesure annoncée il y a quelques jours pour lutter contre ce fléau par ses dirigeants africains et saluée par les acteurs de la santé au Sénégal. À Dakar, la correspondance de Régis Mokila et Christian Kamoni. Le trafic de faux médicaments représente un grand risque de santé publique pour les populations du fait de leur contenu. À la pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, la chaîne de distribution est déjà sécurisée. Les acteurs ont mis en place un comité de lutte contre les faux médicaments. Et donc il y avait un plan d'action qui était détaillé avec, je crois, 8 axes d'intervention, où ce n'est pas exclusivement le ministère de la Santé, mais nous avons une lutte sectorielle. Donc c'est une action conjuguée qui permettrait un peu de réduire à la plus simple expression, comment dire encore là, ces faux médicaments. La criminalisation du trafic de faux médicaments annoncée à Lomé au Togo lors du sommet de plusieurs chefs d'État africains rassure les acteurs de la santé. C'est une très bonne mesure qu'il faut saluer parce qu'il faudra vraiment l'union pour la santé africaine parce que vraiment notre santé souffre. Se procurer des médicaments dans des structures appropriées et la sensibilisation demeurent des armes d'une grande importance dans la lutte contre ce trafic. La normalisation de la médecine traditionnelle sonne aussi comme un moyen efficace pour freiner la prolifération des faux médicaments au Sénégal. Le premier recours, c'est la médecine traditionnelle. Donc c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé a mis une division. Et il y a des orientations majeures qui se dégagent par rapport à ça. Ils ont été orientés capacité à la référence. Au Sénégal, 20% des médicaments circulant dans le pays seraient des faux, selon les derniers chiffres révélés par la douane sénégalaise. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal estime le marché des faux médicaments à plus de 12 milliards de francs CFA de pertes chaque année. Intéressons-nous à présent à nos émissions phares diffusées cette semaine sur notre antenne. Le secteur éducatif sénégalais de nouveau en crise. Le G20, la coalition du syndicat d'enseignants, exige du gouvernement le respect des accords signés dans le protocole d'accord du 30 avril 2018. Ce protocole qui envisageait une décennie sans mouvement social dans le pays. Le chef de l'État Macky Sall avait dès lors instruit de signer des accords réalistes et réalisables. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait? La réponse avec Dame Boch, secrétaire général du syndicat QSEMS et coordonnateur du G20. Il était invité dans l'émission Le Débrief. En 2014, ce que nous avons convenu avec le gouvernement du président Macky Sall, c'était toutes ces questions que vous entendez aujourd'hui, de mettre fin aux lenteurs administratives dans la production des actes des enseignants, les actes d'avancement, les actes d'intégration, les actes de validation. 2, de régler la dette, c'est-à-dire les rappels, c'est-à-dire l'argent que l'État du Sénégal doit aux enseignants. Aujourd'hui, ça se chiffre à près de 100 milliards. À l'époque, ça ne faisait pas encore 100 milliards, mais l'État s'était engagé à apurer. Mais plus les années passent, plus... il y a une sédimentation des actes, c'est-à-dire chaque année, d'autres actes sortent. Et puisque les actes antérieurs n'étaient pas encore réglés, donc plus les années avancent, le montant donc, de la dette augmente, ça veut dire les rappels. Il est clair que l'urbanisation galopante en Afrique exige des logements sociaux adéquats pour les ménages. C'est un grand défi à relever pour les dirigeants africains et la population. Face à cela, le gouvernement du Sénégal a initié un projet d'inscription au programme d'accélération de l'offre en habitat social avec 100 000 logements sociaux. Mamadou Mounirouli, le directeur de promotion de l'habitat social du Sénégal, en parle. Il était l'invité de Sirmé Boukaka dans Talk Afrique. Nous sommes dans une phase de résolution vraiment des problèmes inhérents au logement social. Le président de la République, dès sa réinvestiture, a dit vouloir, n'est-ce pas, faire construire 100 000 logements sociaux en 5 ans. Et c'est important de comprendre que lui, il a fait peut-être tous les étages, n'est-ce pas, des responsabilités. Il sait ce qu'il a voulu dire. Donc 100 000 logements sociaux en 5 ans, les financements classiques ne peuvent pas le faire. Et ces logements, n'est-ce pas, visent les personnes à revenus modestes et les personnes qui sont exclues carrément du système bancaire. Alors, qu'est-ce que nous avons envie de faire? On aménage les pôles urbains. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Daga Kholpa, on va aménager 1200 hectares.
et donner ça aux promoteurs publics et privés. Mais à chaque fois qu'on va donner à un promoteur, n'est-ce pas, une superficie, n'est-ce pas, sur laquelle il peut construire, on lui dit, sur les 50% de ton assiette, tu vas faire du logement social, que tu vas vendre, dont le coût de sortie donc, sera entre 10 et 12 millions. Et dans l'invité de la rédaction cette semaine, Thomas Eyouman a reçu depuis Abidjan Serge Coucougnon, coach en développement personnel et auteur de plusieurs ouvrages. Pendant plus de 10 ans, il a enseigné aux hommes d'affaires et aux leaders africains comment faire ressortir le meilleur de soi. C'est d'ailleurs le but principal du développement personnel. Il nous l'explique dans cet extrait. Une notion importante que le développement personnel m'a apportée, c'est la notion de responsabilité. On a pour coutume de remarquer autour de nous, sous nos tropiques, que la plupart des jeunes ont tendance à porter un regard soit accusateur ou attentiste quant à leur situation. Mais le développement personnel met l'accent sur la responsabilité de l'individu quant à ce qui lui arrive. Qui dit responsabilité dit pouvoir. Parce qu'on se sent responsable, cela suppose qu'on a la capacité de faire quelque chose à la situation. Donc cette notion est fondamentale dans le développement personnel. Un individu qui assume l'entière responsabilité de sa situation prend sur lui le pouvoir de la transformer pour le meilleur. Voilà un peu l'une des choses fondamentales. Voilà ce qui referme cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez avec nous. L'information continue sur Média TV Afrique.